Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter quelqu'un à s'exprimer. Je vais l'interroger, quelqu'un qui a l'habitude de faire l'inverse. C'est plutôt elle, normalement, qui a des invités qu'elle interroge. Il s'agit d'Irina Dubois. Irina Dubois, c'est la directrice des activités du dialogue franco-russe. Le dialogue franco-russe, c'est une institution qui avait été créée il y a 20 ans maintenant, c'était en 2004, et qui avait été créée entre Jacques Chirac et Vladimir Poutine afin de favoriser, comme son nom l'indique, le dialogue franco-russe. C'était à une époque où la France et la Russie donnaient l'impression de bien s'entendre. Alors Irina Dubois, donc, est la responsable de ce dialogue franco-russe, des activités de ce dialogue franco-russe. Elle a 42 ans, elle a été prof d'anglais, elle a travaillé à l'ambassade de Belgique à Moscou, et elle vit en France. Son nom de famille Dubois, en fait, c'est le nom de son mari puisqu'elle est mariée avec un Français, et donc elle fait partie de ces couples franco-russes qui vivent en France et qui ne sont pas toujours dans une situation des plus faciles en ce moment où, évidemment, comme vous le savez, le discours officiel que l'on entend partout, c'est quand même haro contre la Russie et contre les Russes. Alors, j'ai voulu, comme je la connais bien, elle m'a reçu pour des vidéos que j'ai faites sur le dialogue franco-russe, j'ai voulu un petit peu donner la parole justement à ces Russes vivant en France ou à ces couples franco-russes pour voir un petit peu quelle était la perception de la situation. Et d'abord, la première chose que je vais dire à Irina, bonjour, merci d'avoir accepté de venir. Merci de m'avoir invité, monsieur Asselineau, ça me fait plaisir. Et la première chose que je voulais vous poser comme question, c'est une question brûlante d'actualité. Dans quelques jours, c'est le 17 mars, je crois, il va y avoir l'élection présidentielle en Russie. Alors, comment ça va se passer? D'abord, est-ce qu'il y a un seul candidat ou est-ce qu'il y en a plusieurs? Il y a plusieurs candidats. Certes, il n'y aura pas de surprise majeure. On sait que Vladimir Poutine va remporter ces élections. Ce qui nous intéresse, c'est savoir quel est le pourcentage, qui va voter pour Vladimir Poutine. J'ai interrogé ce midi Elena Perrou, qui est ancienne conseillère à l'Élysée auprès du cabinet Jacques Chirac. Et justement, je me suis préparée un petit peu, j'ai cherché les chiffres pour faire la comparaison entre 2018 et 2024. C'est curieux, ça serait curieux de savoir quel pourcentage de vote sera donné à Vladimir Poutine la semaine prochaine. Je me suis intéressée par le vote des Russes vivant en France. J'ai regardé le chiffre en 2018, c'était 62,8%. Ce qui est beaucoup, évidemment, plus bas que la nationale. C'était combien au niveau national en 74. 74-75, sachant que donc l'opposition, c'était le communiste qui a eu en Russie. C'était la deuxième, c'était autour de 15%. D'accord. Et en France, c'était Ksenia Sobchak, opposition libérale à Vladimir Poutine, c'était 15, et quelque chose. Donc c'était quand même, deuxième place, c'était intéressant par rapport à ça, voir qu'en Russie, au niveau national, c'était plutôt les communistes qui ont remporté à leur niveau. C'est l'opposition qu'on considère de toute façon depuis un certain temps. La vraie opposition en Russie, ce sont les communistes. Donc les successeurs du Parti communiste de l'Union soviétique. Exactement, mais évidemment beaucoup plus modernisé, si on veut le dire, mais c'est toujours, on se penche sur les questions sociales, et toujours c'est normal qu'on s'intéresse un petit peu plus à ces questions-là, mais effectivement, Poutine comme leader, il est accrédité. Là, apparemment, et d'ailleurs, c'est d'après Elena Perrou qui m'a confirmé ce midi, selon le centre Levada, qui est centre de sondage indépendant, et même considéré parfois comme pro-occidental, Poutine a accrédité de 84% de vote en Russie. Pour les prochaines élections. Ça, on verra. Et ce sera intéressant de voir justement à Paris, dans d'autres villes en France, puisqu'on vote à Strasbourg, à Paris, à Marseille, je crois, les Russes vivant en France. Donc on saura très rapidement. Alors, pour que le public français qui nous regarde, il a évidemment des questions qui le taraudent. La première question, c'est de savoir... Il y a bien plusieurs candidats dans ces élections, parce qu'on présente toujours la Russie comme s'il y avait quasiment qu'un seul candidat. On est d'accord qu'il y a plusieurs candidats. Et ce que vous nous dites, c'est que parmi les candidats, il y en a un qui, en Russie, arrive
l'opposition la plus forte contre Vladimir Poutine, ce sont les communistes, c'est bien ça. Ce sont les communistes. Apparemment, il y a une nouvelle partie qui émerge qui s'appelle les gens, si on traduisait, c'est les gens nouveaux ou les nouvelles gens. Voilà, c'est peut-être ça qui peut former cette nouvelle opposition, mais elle est très jeune encore. Je peux pas dire que... En fait, c'est pour revenir à la question de Navalny, puisque ça... J'allais vous en parler. Voilà, je comprends cet intérêt, je comprends... En fait, c'est assez logique. Depuis des années, on nous présente Navalny à l'Occident comme l'opposant historique, spirituel, en quelque sorte, à Vladimir Poutine, ce qui n'est pas du tout vrai dans la vraie vie si on regarde ces différents résultats. Et il était peut-être beaucoup plus crédible à l'époque des élections à Moscou. Je ne me souviens pas de l'année exactement, où il a eu quand même un score assez important. Aux élections municipales à Moscou. Oui, c'était autour de 25 ou même 26%. C'est un vrai score, pour Moscou surtout. Oui. Mais au niveau national, effectivement, et c'est vrai que certains discours n'auraient pas passé en France, ces discours assez nationalistes. Il était quand même connu par certains discours assez forts, je dirais de l'extrême droite. De toute façon, ce discours aurait été aperçu ainsi en France. Mais comme elle est présentée comme l'opposant numéro 1, Vladimir Poutine, évidemment, il est tellement adoré et admiré avant tout en Occident. Elle est devenue héros. Voilà, donc présenté comme ça dans les médias. Alors, je vais un peu vous bousculer, hein, parce qu'il y a des gens qui nous regardent et qui vont se dire, mais est-ce que ces élections sont truquées? Est-ce que, lorsque Vladimir Poutine a eu 74% des suffrages, en 2018, est-ce que c'était truqué ou est-ce que c'est vrai? Vous qui connaissez la Russie, est-ce que vous considérez que ce sont des élections qui sont fiables ou qui sont truquées? Je pense que ça peut être truqué partout. On se pose des questions aux États-Unis d'ailleurs, encore aussi. Et toujours. En France, voilà, ça je ne vais pas me prononcer là-dessus, mais sur le pourcentage global, non. C'est clair que d'ailleurs 74% par rapport à cette année. Je pense qu'en 2018, c'est un score évidemment pour, je sais pas, pour le président actuel en France, c'est un score tant convoité peut-être 74, c'est énorme. Par contre, je pense qu'il va avoir beaucoup plus cette année parce qu'il a su consolider encore plus le peuple russe. Même si en 2018, ceux qui ont été un petit peu déçus pensaient que il devait partir tôt ou tard. Évidemment, c'est pas non plus un Terminator, hein, soyons clairs. Il a un certain âge et lui-même il disait à l'époque qu'il n'est pas éternel. Ouais, c'est vrai qu'il n'a pas chopé 35 cancers non plus, comme il s'est présenté ici. Donc il n'est pas mourant non plus. En fait, il faut trouver le juste milieu. C'est un homme qui est bien dans sa tête pour son âge quand même. Il a 71 ans, hein, je crois. Oui, on va voir. 2030, c'est encore 6 ans de plus. Même si c'est vrai qu'on vit beaucoup plus longtemps, en ce moment, il faut se poser cette question. En soi, je ne pense pas, s'il y avait même, je ne peux pas dire, j'étais pas là, je ne sais pas, mais je vois que effectivement le peuple, et je ne parle pas des moscovites, vous savez, des gens de grandes villes comme les Parisiens, c'est un peu la même, je dirais la même population, un petit peu gâtée, moderne, ce qu'on appelle bobo en France. On a nos bobos à nous, hein, en Russie et comme partout. Donc ils sont à Moscou, à Saint-Pétersbourg, donc ça c'est, j'allais dire, ceux qui sont les plus occidentalisés, si on peut dire. Ceux qui pensent qu'ils ont le monopole de la bien-pensance. Ah d'accord. Ce sont les gens sont partout pareils. Les Russes aussi, évidemment, on n'est pas épargnés. On vit dans le monde global, tout est global. Les bobos sont globaux maintenant. Donc c'est complètement, c'est compréhensible. Ce sont les personnes qui peut-être rêvent de ce monde occidental. Pourtant, il y a beaucoup aussi qui sont très déçus, qui ont cette déception, puisqu'ils ont beaucoup voyagé, ils ont vu que peut-être il n'y a pas grand-chose. J'ai beaucoup réfléchi à ce sujet-là, pour qu'est-ce qui nous diffère entre les Français, par exemple, d'aujourd'hui, les jeunes de ma génération, j'ai 42 ans, et les Russes. Est-ce qu'il y a autant de différences? Je ne trouve pas vraiment beaucoup de choses
qui nous séparait. Je veux rester positive là-dessus, même si effectivement peut-être on considère certaines personnes, certaines valeurs sociétales différemment, c'est vrai. Vladimir Poutine, la première fois qu'il avait été élu président, je crois, l'avait été, je dis de ça de mémoire, avec un taux de 58%. Et il me semble que le Parti communiste avait fait un score très important, de l'ordre de 25 à mais ça, si on parle des années 2000... Oui, c'était au début des années 2000. C'est compréhensible. Voilà, je dis ça parce que y a beaucoup de Français qui pensent que la Russie est une dictature féroce comme la Corée du Nord et que Vladimir Poutine est élu avec 98 ou 99%. Donc en fait, non. En fait, il y a quand même... Quand on il faut vérifier cette information, je ne saurais pas vous dire. Il me semble me rappeler. Alors, il y a aussi des gens qui vont dire, oui, mais ça, c'est Madame Irina Dubois. Est-ce que vous êtes une agent du FSB? Bah, évidemment, accrédité. J'ai des cartes chez moi. Alors? Ouais, non, mais vous savez, on est tellement dans les clichés des Russes méchants. Donc, il faut comprendre. Soit ils sont méchants et omniprésents et super forts, soit ils sont débiles, faibles, ils savent rien faire et ils vous envoient les punaises de lit partout. Parce que d'après les anciennes informations, j'ai cru comprendre que c'est la politique de déstabilisation de la France menée par les Russes, les punaises de lit. Ah, les punaises de lit, c'est des Russes? J'ose dire que les services russes ont autre chat à fouetter. Que, bon, après... Qu'ils ont envoyé des punaises de lit. Ouais, pour déstabiliser la France. Je ne sais pas si... voilà. J'ai pas de commentaire, c'est pour dire qu'on est dans cette folie irrationnelle. La raison n'existe plus dans les discussions concernant les Russes. Et ça, ce qui peut être assez dangereux. Pourquoi ? Parce que c'est d'ailleurs, je pense que c'est Pierre Conessa qui décrit ça dans son livre « Fabrication de l'ennemi ». Comment on fabrique l'ennemi, donc il faut le déshumaniser, diaboliser, et après, c'est quelque chose qui n'a plus de... Il est tellement diabolisé qu'on la haine, tu peux le tuer, tu peux l'exterminer, et c'est rien, c'est pas grave, puisque c'est vraiment l'ennemi. Et je pense que c'est quand même un chemin assez dangereux. L'histoire humaine a déjà connu des procès pareils au XXe siècle. Évidemment que je ne veux pas non plus généraliser, je ne veux pas dire que tout le monde déteste les Russes non plus, ça c'est faux. Je reçois énormément de messages, de soutien. La communauté franco-russe existe, la communauté est très très grande, ceux qui regardent nos vidéos. D'ailleurs, dans les commentaires, il y a beaucoup qui vous suivent aussi, qui vous aiment énormément. C'est pour ça que j'aimerais bien remercier vraiment chaleureusement ces personnes-là, ces Français qui m'écrivent parfois depuis des villes que je ne connais pas, hein, et les communes que je n'ai jamais visitées, qui regardent les vidéos, qui commentent, qui veulent se poser de bonnes questions et qui ne sont pas dans la folie irrationnelle de haine anti-russe. Par contre, ce qui existe, pour de vrai, c'est la discrimination dans le système, je dirais ça comme ça, notamment la discrimination bancaire. Alors ça, c'est ce que vous subissez. Vous avez la nationalité française quand même. En fait, ce que c'est pas moi, je ne parle pas de moi, je parle de la plainte, qui a été initiée par les Russes. Vivant en France. Vivant en France, qui ont soit des noms de famille à consonance slave, russe. D'ailleurs, ça peut être aussi des Ukrainiens, parce qu'ils ont beaucoup de noms de famille russes, c'est pas spécialement. Ou ça peut être des personnes issues d'autres républiques soviétiques qui parlent russe et qui ont des noms de famille russes, qui se sont vus, à partir du 24 au 25 février 2022, leur compte fermé, annulé ou supprimé, sans explication, compte bancaire. Il y avait une plainte de plus de 76 personnes à aujourd'hui. Il y en avait beaucoup plus parce qu'il y avait 600 pages chez les avocats. Aujourd'hui, cette plainte, elle est un petit peu suspendue parce que les juges ont demandé la consignation très, très, très importante. Je me suis renseignée auprès de la personne qui s'en occupe. 144 000 € ont été demandés à ces personnes-là en temps de dépôt de garantie, ce qui est quand même... Et donc, du coup, cette plainte-là, elle est en suspens. Mais deux exemples les plus flagrants de cette discrimination, c'est le bureau d'avocats parisien
Donc, les comptes ont été fermés, privés, et de leur bureau également, professionnel, parce que l'une des associées avait un nom de famille russe. Donc, à un moment donné, et c'est surtout au début du conflit, les banques ont fait beaucoup de zèle, peut-être plus que c'était prévu par la loi, en quelque sorte. Et je sais qu'à aujourd'hui, j'ai reçu un appel. Parfois, les gens ne savent pas, ils appellent qui peuvent. Et ils m'ont appelé, ils ont trouvé les numéros de téléphone. Et ils m'ont demandé, nous sommes un jeune couple franco-russe, ma femme est russe, on est mariés légalement en France. On ne nous ouvre pas ni le compte conjoint, ni le compte à ma femme. Et vous savez très bien qu'en France, et d'ailleurs dans d'autres pays européens, vous ne pouvez rien faire si vous n'avez pas de compte bancaire. Vous ne pouvez pas payer votre EDF. Et qu'est-ce que ça veut dire en soi? Pour moi, ça ne concerne pas que les Russes, ça concerne tout le monde. Demain, ça peut nous concerner tous si on n'est pas d'accord avec tel ou tel. Vous-même, vous avez des enfants, je crois. Vous êtes marié avec un Français, donc vos enfants sont franco-russes. Ils ont la double nationalité. Exact. Ils ont quel âge, en fait? 8 et 10 ans. Ils vont à l'école. Ils ont eu des soucis à l'école? Non. Non. C'est une école publique. C'est une école publique. Mes enfants sont comme tous les... Dans Paris. Dans la région parisienne. Dans la région parisienne. Nous avons sur notre communauté, il y a beaucoup d'enfants ukrainiens, de réfugiés ukrainiens qui sont un petit peu dans toutes les écoles de la ville. Et normalement, ça se passe bien. J'ai déjà expliqué ça dans d'autres interviews. Les enfants sont beaucoup plus intelligents que les adultes. Ils ne sont pas instrumentalisés à la maison. Et évidemment que les questions se posaient, et toi t'es russe, et toi... Mais ils se sont trouvés entre eux l'espace de communication. D'ailleurs, les Ukrainiens, la plupart de ces enfants ukrainiens parlent russe. Et moi, j'ai dit à mes enfants, vous pratiquez le russe avec vos nouvelles copines, c'est très bien. Et ils se sont, après, voilà, les autres qui apprennent le français. C'est plutôt une ambiance bon enfant. Évidemment qu'il avait quelques questions, quelques remarques au tout début. Au début, il y avait quelqu'un qui a dit à ma fille t'en fais pas, c'est pas de ta faute que t'es russe. Pourtant, elle est française quand même. C'est pas de ta faute, effectivement. Mais le plus important, c'est d'élever tes enfants qui sont... il faut qu'ils soient fiers. Ça ne veut pas dire que l'une, tes origines, je sais pas, de ta mère ou de ton père, doit faire face à l'autre. Non, pas le contraire. J'ai parlé avec quelqu'un dont les enfants sont franco-russes comme les miens. Et il m'a dit, mais moi, je dis pas que mes enfants sont franco-russes. Je dis que mes enfants sont 100% français et 100% russes. Et je trouvais ça très juste, très intelligent. Je le remercie d'ailleurs, ce que je dis maintenant chaque fois, que mes enfants sont français et ils sont russes. Ils sont très fiers et je pense qu'ils comprennent... Je veux que l'enfance doit être préservée, certes, mais petit à petit, ils doivent comprendre les choses aussi. Ils vont grandir, ils vont comprendre beaucoup plus. Mais c'est malheureux. Je ne dis pas que tout est blanc. C'est très malheureux pour plusieurs d'entre nous, puisque moralement, je sais, je côtoie ces personnes-là, ils vivent ça très mal parce que dans leur propre famille franco-russe, vous savez, dans n'importe quelle famille, au repas de Noël, ça peut être très compliqué si vous n'êtes pas d'accord avec le choix politique de votre beau-père ou de votre belle-fille. Oui. Là-dessus, la guerre, cette guerre-là, ce conflit, il a brisé parfois ces familles-là encore plus. Ah oui. Vous savez, mais ça concerne tout le monde parce que finalement, ce conflit, il est rentré dans chaque famille. Oui. Et là, avec la dernière déclaration du président français, il a expliqué aujourd'hui qu'il n'y a pas de ligne rouge. Voilà. Donc je ne sais pas quoi dire à ça. Est-ce que en tant qu'adultes, alors vous-même ou des Russes que vous connaissez vivant en France, est-ce qu'ils ont été confrontés dans la vie quotidienne, quand ils vont avec des collègues de travail ou à une espèce de racisme anti-russe En fait, ce qui est curieux, les Français qui viennent aux conférences du dialogue franco-russe, qui ne sont pas russes, qui sont français, mais qui sont russophiles, eux, ils se sentent très mal dans leur, parfois, bureau, puisqu'ils ne peuvent pas parler avec leurs collègues de leur russophilie. C'est comme une maladie, en fait. Vous voyez, c'est comme Covid, c'est contagieux. Donc, il faut faire attention. Et ils me disent, mais Irina, tu sais, je ne peux pas dire que je suis allée au dialogue franco-russe pour écouter, ne serait-ce que peu importe quelle conférence, ou parce que je me suis intéressée à la politique ou à ce conflit de l'autre côté. Je ne parle pas. Et
une ou deux fois où j'ai dit quelque chose considéré pro-russe, on m'en parle encore. Et ça, je parle des Français. Par rapport aux Russes, évidemment, il y a ces doubles tranchants. D'un côté, c'est très bienveillant parce qu'au contraire, les gens, ils ne sont pas tous ce que je dis. Heureusement qu'on est... c'est aussi par l'activité du dialogue franco-russe, on est censé être dans la russophilie et francophilie. Donc, on est tous ensemble, on essaie de trouver des points, des passerelles pour surmonter cette, justement, russophobie. Pour moi, c'est plutôt la russophobie qui est créée, elle est artificielle, parce qu'elle est créée par le système, par les politiques, parce que, mine de rien, si du matin au soir, on vous dit les Russes vont nous envahir demain. D'ailleurs, je ne vois pas qu'est-ce qu'on va faire si la Russie va envahir tous ces pays d'Europe, on va faire quoi? On n'a pas assez de gens. Non, mais le territoire, c'est le plus gros territoire. Je ne pense pas... Le territoire russe est le plus grand du monde. Il n'y a que 156 millions d'habitants à peu près, je crois. 146. Ah oui. 146 millions. Mais vous voyez, je veux dire, si tous les matins, du matin au soir, on vous dit, voilà, c'est l'ennemi. Maintenant, notre ennemi, c'est la Russie. Évidemment que ça a une répercussion sur les Russes. J'ai quelques groupes WhatsApp de mes amis russes, des mères franco-russes qui sont... Tout le monde vivant en France. Oui, on vit tous ici dans les petites villes à côté. Nos enfants vont au cours de russe ensemble. Évidemment qu'on en parle. Ils me disent, maintenant, vous voyez, je suis de Kaliningrad. Il y a l'OTAN en face, ils vont tous pour provoquer, parce que la guerre est déjà... En fait, le conflit, il a dépassé la frontière avec la Russie. Il y a les villes russes qui sont bombardées, il y a des drones, il y a les victimes. Ça concerne maintenant tout le monde. Et ici, on nous dit que voilà, on va envoyer les troupes au sol, la guerre va commencer. Je dis dans l'esprit des gens ordinaires, on ne peut pas être indifférent à cette information. On se pose la question, mais ok, nous sommes franco-russes, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on va faire demain? Évidemment, ce sont des craintes légitimes et naturelles. Et nous sommes là, et justement, nous, au dialogue franco-russe, pour rassurer les gens, pour leur donner espoir. Mais on s'est vu l'année à l'université de Tonde-le-Père, et à l'époque, on pensait avoir atteint le niveau de cette irrationalité, en quelque sorte. Mais non, on est en 2024, et c'est encore pire. C'est encore pire. Et c'est ça ce qui fait peur, certes. Effectivement, on cherche cet espoir, mais jusqu'où? Où est la limite? Alors moi, j'ai une question à vous poser, c'est que je suis d'accord avec ce que vous dites. Dans les médias officiels, on présente les Russes de façon vraiment assez épouvantable, même si certains médias essayent de faire le distinguo entre Vladimir Poutine, les dirigeants russes et le peuple russe. En fait, on présente quand même les Russes comme le méchant dans tous les domaines. Mais qu'est-ce qui se passe en Russie? Est-ce qu'en Russie, il y a la même chose vis-à-vis des Français? Qu'est-ce qu'on dit dans les médias en Russie sur la France et les Français? Vous savez, pour moi, les médias mainstream, il ne faut pas les écouter ni en Russie ni en France. C'est-à-dire que, pas tout le temps, évidemment, je ne dis pas... moi, je pense que certains journalistes sont devenus très va-t-en-guerre aussi contre la France en ce moment, dans le mainstream, oui. Parce que c'est la réponse légitime à ce que à chaque déclaration du président français. Ça, j'ai vu cette escalade verbale, si vous voulez, dès que les troupes au sol, il y a une émission, elle va dire, mais il a oublié qu'on a un bouton appuyé, et voilà. C'est une escalade verbale qui, d'ailleurs, ce n'est pas... c'est contre-productif de deux côtés, cette escalade, on est d'accord. Après, il faut le dire, quand j'ai 42 ans, j'ai étudié le français à l'université avec une professeure, mais vraiment une dame merveilleuse d'une culture à Moscou. J'ai appris le français à Moscou. J'ai jamais appris le français en France. Oui, pendant quelques semaines d'échanges, mais je parlais français. Et c'est elle qui a transmis l'amour pour la langue, et à travers la langue pour le pays, pour son histoire. C'est complètement logique. Parfois, quand je vois ici... Et pourtant, c'est une dame purement soviétique. Elle avait déjà, je pense, plus de 60 ans à l'époque où j'étais étudiante. Donc, elle a fait ses études à l'Union soviétique. Mais pourtant, j'ai jamais rien entendu d'elle de propagandiste de cette époque-là. Elle a transmis tout son amour pour la France à ses étudiants,
qui, avec la langue, ont appris à aimer ce pays qu'ils ne connaissaient pas. Et que j'ai connu moi-même il n'y a pas si longtemps que ça, en soi. Il y a 13 ans, ça fait 13 ans que je suis en France. Ça fait 13 ans. Donc, c'est vrai, c'est parfois, je dirais que c'est un apport inconditionnel entre nous, entre la Russie et la France. Mais là, maintenant, c'est comme on est en train de se séparer, on va vers le divorce. On a peut-être même déjà divorcé, cela dit. On a divorcé. Mais il y a toujours un espoir que peut-être dans quelques générations, on va se réconcilier. Les Français vont garder une belle image de la France parce que la France, quand même... Les Russes vont garder... Oh, pardon, les Russes vont garder une belle image de la France parce que la France, le cinéma français... Mais je dis c'est une autre époque aussi. J'ai dit Alice, c'est plutôt mes parents, la génération de mes parents. Eux, ils étaient, quand j'étais jeune, c'était Louis de Funès, Brigitte Bardot. C'est une belle France autrefois. Là, c'est vrai que les Russes d'aujourd'hui, les jeunes, je ne sais pas ce qu'ils vont déduire de cette relation. Ils vont penser que voilà, on ne nous aime pas. Mais globalement, je pense qu'encore, c'est peut-être pas comme avant, pas comme quand j'étais vraiment jeune. Cette image reste encore assez positif, c'est-à-dire peut-être négatif dans les médias, c'est comme ici, vous voyez, négatif dans les médias, on va rétorquer, on va répondre d'une manière assez, assez forte, assez peut-être même violente, mais le peuple va toujours aimer la littérature française, la haute couture, la beauté, l'architecture, ça, on peut pas, c'est comme je dis chaque fois par rapport à la culture russe, on ne peut pas supprimer la culture. Vous avez le droit de détester, à la rigueur, qui vous empêche de le faire. Vous avez le droit de, je ne sais pas, d'humilier, si c'est votre niveau d'éducation vous permet. Vous ne pouvez pas annuler, vous ne pouvez pas supprimer toute une culture, tout le peuple, ce n'est pas possible. C'est la même chose, c'est pour ça qu'il y a cette réciprocité encore qui existe. Est-ce que dans les médias russes, ou est-ce que le peuple russe, je parle bien des peuples vivant en Russie, fait la distinction entre Macron et le gouvernement d'un côté et le peuple français de l'autre? Est-ce qu'il y a cette distinction ou pas vraiment? Ou est-ce que c'est mis tout le monde dans le même sac? Ça dépend. Je pense que ceux qui étaient assez anti-Occident dès le début, parce qu'il y a aussi ces gens-là, je pense que peu importe pour eux, c'est généralisé. Après, les autres qui font la distinguo, moi je lis souvent dans les commentaires sous mes vidéos, mais mon Dieu, dites que nous, on ne soutient pas notre président, on est russophile, rien va m'empêcher d'aimer la Russie, etc. Les Français veulent faire passer ce message aux Russes, et les Russes aussi, parfois, c'est vrai que mes vidéos ils sont en français, ils ne sont pas traduites en russe, malheureusement d'ailleurs, avec sous-titrage, pour voir cet échange. Ça serait bien, puisque je sais que les sociétés civiles ont envie de continuer ce dialogue. Et j'ai donné quelques interviews aux plateformes, aux jeunes chaînes russes sur YouTube. Et j'ai vu dans les commentaires, effectivement, que les gens sont très ouverts, très positifs, très amicaux, finalement. Donc, le dialogue franco-russe, il est installé à Paris. Il n'y a pas l'équivalent d'un dialogue russo-français installé à Moscou, par exemple. On a, avant, quand on pouvait se permettre, on essayait de faire, par exemple, des doubles événements. C'est-à-dire que, je pense que c'était en 2012, en 2013, il y avait un grand concert à Bordeaux, organisé donc avec des beaux musiciens, bons musiciens connus russes, et les musiciens français qui se rendaient en Russie pour donner un autre concert. Et il y avait beaucoup plus. C'est ça ce qui est aussi tragique en soi, que tous ces liens culturels sont cassés finalement. Il n'y a pas... Oui, je pense que les artistes quand même essayent de voyager, mais c'est pas comme avant. Quand il y avait par exemple en 2011, il y avait une grande exposition au Louvre à la Sainte-Russie. Vous vous souvenez, il y avait plein de choses qui ont, au niveau officiel, les deux ministères de la Culture communiquaient. Là, maintenant, je me pose la question, est-ce que les diplomates se parlent? Je ne pense pas, je ne pense pas. Bon, peut-être je ne sais pas comment ça se passe, mais j'ai l'impression que tout est cassé.
C'est ça ce qui est tragique en soi. Vous êtes financé comment, le dialogue franco-russe? On est financé par les dons et contributions, et c'est très bien que vous me posiez cette question. Ça me permet de rebondir sur ça et de m'adresser à tous les gens qui, pas seulement, c'est pas, comme je dis, vous êtes là pas parce que vous aimez la Russie, c'est parce que vous aimez la France, et nous on croit au dialogue, que le vrai intérêt de la France, c'est d'être amis avec la Russie. Et après, la vraie indépendance, c'est d'être ni soumis ni à Washington ni à Moscou. On est peut-être d'accord là-dessus, mais garder ce lien amical avec la Russie, c'est important. Et pour nous aider à continuer à faire des vidéos de réinformation et de donner l'espoir, j'ai besoin des dons et des contributions. Donc vous êtes en train de nous expliquer que c'est une structure qui a été créée en 2004 par Jacques Chirac. C'est une association. C'est une association française. Et donc, est-ce que la France, l'État français donne de l'argent? Non, bien sûr que non. Et la Russie? Avant, on avait puisqu'on avait de bonnes relations. Sous Hollande, on avait des relations pas très bonnes mais stables. Et d'ailleurs, à l'époque, on pensait, oh là là, à quel point on est arrivé. Si on savait à l'époque. Oui, exactement. Ça commençait. C'était la Crimée, donc la Syrie, la Crimée, Mistral. C'est un grenage de. Et là, à l'époque, on se posait des questions, voilà, comment ça va se passer après, si on savait. Mais à l'époque, entre 2012, 2015, 2016, les grosses entreprises françaises et russes étaient nos sponsors, nos cotisants. C'était Alstom, par exemple, en 2012, Alstom. Les grandes entreprises françaises présentes en Russie vous donnaient de l'argent. Et les Russes aussi. Donc, c'était le vrai, c'était parité. Si vous voulez. C'était des années de vache grasse, alors. C'était des années, je me demande si ça existait. C'est vrai. Là, j'étais jeune collaboratrice du dialogue franco-russe, si je savais qu'à l'époque, on allait demander de l'argent systématiquement. Et maintenant, alors, vous recevez de l'argent de Russie ou rien? Je reçois de l'argent de Français, des auditeurs, puisque le dialogue... C'est tout. Il y a quand même quelques entreprises françaises encore qui sont restées en Russie, pas beaucoup, mais il y a Auchan, je crois, qui est encore présent. Oui, effectivement, il y a quelques entreprises emblématiques, les vraies entreprises françaises qui comprennent que l'intérêt est là, et le marché russe pour Auchan, quand même, c'est l'un des marchés principaux en Europe, de toute façon. Et beaucoup d'entreprises ont dû se masquer, trouver des moyens de rester sans rester, changer des noms, trouver des représentants russes, des directeurs généraux sur place. C'est assez compliqué pour eux, mais quand même 70%, je pense qu'ils ont quitté le marché. Ceux qui sont restés, soit ils attendent les beaux jours, soit ils sont obligés... En tout cas, ils ne donnent pas d'argent aux dialogue franco-russe parce qu'ils ont peur qu'on dise qu'ils sont dans la main de Poutine. C'est ça. Mais de toute façon, on est devenu vraiment, si on a été pensé en 2004 comme une association, comme une passerelle qui a été créée plus par l'élite, si vous voulez. Il y avait des peuples, là on a fait un grand colloque avec le MEDEF en 2013, des entreprises russes et françaises sur 2 jours. Avec le ministre de l'économie extérieure russe, avec les représentants français. C'était vraiment quelque chose du haut niveau officiel. Là, on est entre les sociétés civiles. On est là, la seule association de ce type qui maintient le dialogue entre nos pays à travers cette plateforme qui existe. Et je sais que les Français sont curieux savoir ce qui se passe, et j'essaie j'ai fait quelques vidéos avec les Français vivant à Moscou. C'est vrai que j'ai pas fait autre ville, on m'a reproché ça, mais qui ont expliqué comment ils vivent, etc., comment ils travaillent, pourquoi ils sont restés. Mais il y avait quand même beaucoup de Français qui étaient obligés, puisque leur contrat était terminé, de quitter la Russie. Alors, on s'achemine vers la fin de cet entretien. Comment vous voyez l'avenir? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on pense quand on est... qu'est-ce que pense le peuple russe de la suite des événements? D'abord sur le conflit. Est-ce qu'il pense que la Russie va gagner la guerre? Est-ce qu'il pense que ça va bientôt se terminer? Est-ce qu'il pense que ça va durer encore très longtemps? Comment ils réfléchissent? Les Russes
On est deux mentalités complètement différentes là-dessus, je pense, c'est-à-dire les Occidentaux et les Russes. Je répète, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, nous avons nous, les Russes, les personnalités que j'ai interviewées, ils me parlaient du temps long. Par exemple, Piotr Tolstoï m'a dit de toute façon, la Russie a l'éternité devant elle. Et ça explique plein de choses. C'est-à-dire que maintenant, les Russes ont compris que effectivement, il y a des forces, beaucoup de forces qui sont contre, mais il y a aussi beaucoup de pays qui sont pour continuer la coopération et les relations amicales et commerciales avec la Russie, comme les pays BRICS et beaucoup d'autres pays. Et donc là, je dirais que de toute façon, comme a dit le président, comme ont dit plusieurs d'autres personnes, on va terminer l'opération spéciale. Ça veut dire qu'ils n'ont pas d'autre choix que de la terminer, la gagner. Mais après, nous tous, on veut la fin de la guerre, évidemment, et des hostilités, puisque je m'en souviens très bien, juste au début de ce conflit, je me suis dit, mais mon Dieu, c'est encore la question démographique. Parce que, et pour les Ukrainiens, parce qu'il faut le dire, je vais le répéter, et Poutine l'a dit, le peuple ukrainien est un peuple frère. Le peuple ukrainien est toujours le peuple frère des Russes. C'est ça ce qui est très compliqué dans ce conflit. On ne va pas rentrer dans le détail de 2014, ce qui s'est passé dans le Donbass, vous le savez, vous l'avez dit à plusieurs reprises. Nous, dans chaque vidéo, on le dit, pratiquement. Et évidemment, toute personne normalement constituée veut la fin de ce conflit. C'est normal. Mais là, maintenant, la question se pose avec l'escalade des pays de l'OTAN, d'un côté, et la Russie. Je pense que les gens quand même comprennent que ce n'est pas entre la Russie et l'Ukraine, c'est entre la Russie et les États-Unis, à travers les Européens qui sont pris un piège en quelque sorte, et où ça va mener. Je suis assez, je ne peux pas dire pessimiste, je ne dois pas le dire devant nos auditeurs, mais quand même réaliste. On ne pourra pas revenir à la normale rapidement. Les Américains, ils ont atteint leur but, c'est de diviser, de casser, de couper la Russie de l'Europe. C'est fait, le mal est fait. Maintenant, il faut voir comment il faut atteindre, il faut continuer à vivre et attendre les beaux jours, les nouveaux politiques, la nouvelle génération. J'ai peur que ça arrive quand je serai très vieille. Alors, si je peux me permettre, moi, j'ajouterai à ce que vous dites, il y a quand même la clé de la situation, ça se situe en fait à Washington. Or, à Washington, il y a quand même l'élection présidentielle de novembre, qui peut changer quand même énormément de choses. C'est-à-dire que si Biden est réélu, il y a effectivement tous les risques, enfin c'est mon point de vue, tout risque que la situation continue comme elle est, voire dégénère, avec une espèce de conflit au minimum de basse intensité, et qui continue, qui satisfait d'ailleurs beaucoup de gens. Hein. Un conflit qui reste de basse intensité, ça fait tourner le business pour le complexe militaro-industriel, non seulement américain, mais en Europe aussi, et les entreprises militaires. Ça permet aux grands fonds d'investissement comme BlackRock ou Vanguard de mettre en coupe réglée l'Ukraine. Ça peut durer encore un certain nombre d'années, avec un risque de dérapage qui pourrait venir peut-être d'ailleurs de la France, puisqu'on a un président qui est complètement en roue libre. Mais il y a aussi une autre hypothèse, parce que comme on dit, il y a un proverbe français qui dit « le pire n'est jamais sûr ». Il y a aussi l'hypothèse où Trump soit élu. Il est en train de... Ça y est, il est, maintenant, au jour où nous parlons, depuis le Super Tuesday, il est sûr qu'il sera le candidat républicain. Or, lui, il a dit que s'il était... Alors, il arrive au pouvoir, s'il est élu, encore faut-il qu'il soit élu, mais si c'est lui qui est élu face à Biden, ce qui n'est pas improbable, il a dit que dès qu'il prendrait ses fonctions, c'est-à-dire le 20 janvier 2025, il arrête la guerre en 48 heures. C'est-à-dire, je crois que c'est assez vrai que si les États-Unis sifflaient la fin de partie, les pays de l'Occident, comme ce sont des pays satellites de Washington, ils arrêteraient. Je pense pas que la France continuerait toute seule. Est-ce que les Russes portent de l'attention? Oui, bien sûr, j'imagine, aux élections américaines, quand même. Oui, mais je ne pense pas. Vous savez, tous les conseillers extérieurs de la politique extérieure américaine, c'est toujours les mêmes, depuis toujours.
Donc même si... Vous avez vu que Mme Victoria Nuland a quand même été dégagée. Oui, mais comment dire, même parmi les républicains, il y a beaucoup de votes en guerre. Et vous vous souvenez de John McCain, qui est décédé, mais qui était le premier. Là, s'il était là, je pense qu'il serait déjà, je ne sais pas, près de Moscou, entre guillemets. Il aura toujours... Je pense qu'il faut être très réaliste. Mais je peux dire qu'effectivement, Trump, c'est quelqu'un qui peut être considéré comme le moindre des maux, puisque déjà, il n'a jamais fait... apparemment, il n'a fait aucune guerre. Et oui, il en a même terminé. En Afghanistan, il a rapatrié les boys. Voilà, c'est plutôt un bon signe pour les gens normaux. C'est peut-être pas un bon signe pour un complexe militaro-industriel américain, certes. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il est difficile pour Trump de progresser. Mais il faut être prudent. Je pense pas qu'on puisse attendre quelque chose d'un miracle le jour au lendemain des élections américaines. Mais quand même, c'est toujours mieux si dans cette configuration, c'est mieux effectivement que si Trump gagne. Il vaudrait mieux quand même, disons-le, à mon avis, en janvier 2025, qu'on ait Trump et on n'a plus Victoria Nuland, plutôt que si on avait Biden et Victoria Nuland. Mais Victoria Nuland a déjà disparu, c'est déjà une bonne nouvelle. Donc, elle va peut-être réapparaître, on ne sait pas. Oui, mais il y a des histoires sombres, des histoires de détournement de dizaines de milliards de dollars qui sont derrière. C'est une corruption généralisée. Donc on est à la veille des surprises toujours. Je pense qu'il faut être très prudent parce que là, je peux pas. C'est en 2022 au début, d'ailleurs, on était beaucoup plus optimiste entre guillemets, même si vous vous souvenez très bien que la guerre pouvait être arrêtée à Istanbul et les Russes étaient prêts. En fait, le seul point qu'ils ont demandé, c'est la neutralité de l'Ukraine. Je dis ça à plusieurs reprises dans mes vidéos et ça a été confirmé. Et récemment, d'ailleurs, sur X, il y a une vidéo du côté ukrainien qui explique que c'était le point clé des Russes. Et à ce moment-là, je pense qu'on pouvait tous croire que les hostilités sur le front, ça allait se terminer assez rapidement. Là, on est quand même en 2024. Je ne pense pas que ça... Alors, un dernier point peut-être. On explique aux Français que si la Russie gagnait la guerre là dans le Donbass et qu'elle mettait la main sur la région d'Odessa, il y a d'ailleurs eu des bombardements à Odessa hier, qu'ensuite l'idée ça serait de grignoter toute l'Ukraine et puis après ça de manger les pays baltes et puis la Pologne et puis l'Allemagne et puis la France. Donc on présente, il y a des gens qui pensent que Vladimir Poutine est un nouvel Hitler. Mais il faut justifier, évidemment, comment encore peut justifier ce discours si on ne dit pas que c'est l'ennemi numéro un, comme s'il n'y avait pas d'autres problèmes en Europe. Moi, sincèrement, évidemment que je ne crois pas que c'est la menace russe. Comme on s'est dit tout à l'heure, c'est un grand pays européen, pas tout à fait européen, ok, mais sur le continent européen qui n'a pas besoin d'être partout en Europe. C'est complètement ridicule. L'idée, c'était effectivement des Russes. À la différence d'Hitler qui lui avait annoncé ce qu'il voulait faire, il n'y a jamais les Russes qui ont indiqué qu'ils voulaient envahir l'Europe. Non, mais je pense qu'ils doivent rigoler quand ils entendent ça, mais c'est vraiment triste. On est arrivé à cela et à ce discours qui justifie, et surtout le discours qui fait peur, qui instrumentalise les Français, qui effectivement croient que demain les Russes vont rentrer. C'est ça ce qui rend cette population haineuse par rapport aux Russes et qui peut justement provoquer peut-être quelques actes de russophobie, je dirais, au quotidien. Évidemment que ça existe, hélas. Mais il faut être lucide. Moi, je vois autour de moi que des Français bienveillants et je les remercie. Vous avez des instructions venant de Moscou en disant il faut fermer le dialogue franco-russe ou non, vous restez comme ça Est-ce qu'il y a je sais pas, l'ambassade de Russie en France ou bien des gens qui vous donnent des orientations sur le dialogue franco-russe? De toute façon, c'est très simple. Si demain on n'a pas de financement, on ne va pas fonctionner. C'est n'importe quelle association. Voilà. Après, le dialogue franco-russe, à mon sens, est devenu vraiment dialogue
c'est justement après cette période trouble, ou pendant cette période trouble, quand on a commencé à faire nos vidéos de réinformation, quand les gens ont dit on a besoin d'écouter quelque chose de plus ou moins neutre, certes pro-russe, je ne dis pas, mais neutre dans le sens où c'est pas hystérique, on essaie d'expliquer les choses, faire réfléchir les gens. Faire réfléchir. C'est ça, c'est en fait le message que je porte et que je transmets chaque fois. Vous pouvez pas être d'accord, je vous dis pas, vous pouvez, mais ok, si vous écoutez LCI BFM du matin au soir, vous pouvez également écouter même une fois par mois petite vidéo de Dialogue franco-russe sur le même sujet quelconque, pour vous faire une différence. Ou les vidéos de François Asselineau sur UPR TV, puisque ça fait une nette différence. J'ai eu, je vais terminer là-dessus, la conférence la semaine dernière, avec les deux colonels, l'armée française. D'ailleurs, elle est en ligne à partir de ce midi, sur la situation actuelle. Avec Jacques Hogar et Alain Corvès. Alain Corvès, voilà, que exact. Je connais, oui. Et on a fait une conférence. À la fin de la conférence, il y avait beaucoup de jeunes. L'accès est libre, tout le monde peut venir, les membres et non-membres. Il faut juste se présenter avec la pièce d'identité, etc. Il y avait une jeune fille, étudiante de Sciences Po, qui est venue me voir avec des yeux et m'a dit « Mais j'ai jamais attendu ce discours. » Ça m'a tellement étonnée. Je pense que c'est je sais pas, il était, mais vraiment... Je ne peux pas dire émerveillée, mais elle avait des yeux comme ça. Elle m'a dit, vous savez, c'est la première fois que je vous vois. Je dis, bah, vous êtes les bienvenus. Hein. C'est quand même cette nette différence. Ce conflit, il a tellement polarisé la société. C'est-à-dire que sur les chaînes YouTube de réinformation, comme on les appelle, il y a toutes sortes de messages, on peut trouver. Et à la télé, il n'y a que seul message qui est matraqué, les Russes, les Russes, les Russes. Bah, écoutez, merci pour tout ce témoignage. Merci Irina Dubois. On arrête ici cette émission. J'espère qu'elle vous a intéressé. J'en retiens quand même que des paroles de sagesse, vraiment, que je partage beaucoup. Parce que effectivement, j'aime bien quand vous dites qu'il n'y a pas d'hystérie, en fait, ni à UPR TV, ni au Dialogue franco-russe. Moi, l'hystérie, c'est celle que je vois sur les grands médias mainstream, et avec, effectivement, comme Madame Dubois l'a très bien expliqué, ces manipulations habituelles, c'est-à-dire de transformer l'ennemi en quelqu'un de non-humain, une espèce de diable, quelqu'un qui a tous les défauts, qui est horrible, alors que derrière tout ça, il y a des hommes, des femmes, des enfants, de part et d'autre, et qu'il faut essayer de garder, de ne jamais oublier le fait que tout ça, c'est entre des êtres humains que ça se passe. Alors, si vous regardez la télévision, les médias mainstream, il est vraiment de salubrité publique que vous alliez aussi écouter les autres informations sur UPR TV, bien sûr, mais aussi du Dialogue franco-russe, où il y a vraiment des gens, si les sujets concernant l'Ukraine, la Russie, etc., vous intéressent, allez les écouter, comme le dit Irina Dubois, ne serait-ce qu'une ou deux fois par mois. Eh ben, c'est pas mal parce que ça donne de la stéréoscopie, hein, comme on dit. La musique, quand c'est en mono, c'est pas bon. Quand c'est en stéréo, on comprend mieux ce qui se passe. Et puis, si vous trouvez que c'est bien, vous pouvez financer UPR TV et UPR, mais vous pouvez aussi donner un petit coup de pouce au Dialogue franco-russe, puisque finalement, il ne dépend que des adhésions et des dons d'un public français ou franco-russe. Merci Irina Dubois d'être venue. Merci beaucoup.